Je m'appelle Mathieu de Noël, je suis chargé de recherche au FNRS, le Fonds national de la recherche scientifique belge, et je travaille ici à l'Université de Liège, à l'unité de biologie du comportement. Mes recherches portent sur l'écologie comportementale et évolutive des salamandres et des tritons. J'ai étudié ainsi différentes espèces tant en Europe qu'aux États-Unis, où on peut rencontrer une espèce proche de celle-ci, raison pour laquelle je me rends là-bas régulièrement. Couvrant une partie importante de l'ouest canadien et américain, les montagnes rocheuses constituent un système montagneux orienté du nord-ouest vers le sud-est. Aux États-Unis, cette zone escarpée couvre en partie les États du Montana, du Wyoming et du Colorado. De nombreux sommets culminent à plus de 4400 mètres. Les paysages sont magnifiques et assez semblables à ceux de nos Alpes, avec des versants couverts de forêts de pins et d'alpages. La ville la plus proche de la station de biologie où Mathieu poursuit ses travaux s'appelle Crested Butte. En fait, il s'agit d'une grosse bourgade connue pour sa station de sport d'hiver. Et ici, pas de doute, nous sommes bien aux États-Unis. Mais quittons la civilisation pour rejoindre Mathieu et l'accompagner sur un de ses sites de travail. Nous sommes ici sur mon site d'études principal. Il s'agit de Mexican Cut, une réserve naturelle intégrale protégée située à 3300 mètres d'altitude et gérée par le laboratoire de biologie des montagnes rocheuses. Sa particularité est d'être composée d'une multitude de lacs permanents et temporaires et d'être peuplée par une population importante de salamandres tigres. Les étangs du Mexican Cut sont au nombre d'une douzaine. Leur profondeur ne dépasse pas les 2 mètres et leur superficie couvre au maximum quelques centaines de mètres carrés. Approvisionnés au printemps par l'eau de la fonte des neiges, leur niveau n'arrêtera pas de baisser avec les chaleurs estivales. Les plus petits d'entre eux, selon l'ensoleillement et les précipitations, pourront même complètement disparaître en été. Les autorités qui gèrent cette réserve naturelle sont tout à fait conscientes de la fragilité de ces biotopes. La gestion au quotidien de ce patrimoine est particulièrement stricte. Accès limité aux scientifiques et personnes autorisées, interdiction d'introduire tout élément extérieur à l'environnement des lacs, voire même obligation pour tous d'utiliser les toilettes pour tout type de besoin. Mais quoi de plus normal que de se plier aux exigences d'un règlement en regard de la qualité exceptionnelle du site. Accompagnons à présent Mathieu dans une partie de chasse aux salamandres tigres. En fait, rien de bien périlleux. Donc ici, nous avons plusieurs représentants d'une espèce de salamandre, la salamandre tigre, qui est une espèce qui est typique du continent américain, de la famille des Ambystomatidae.
Le cycle de vie classique de l'espèce de salamandre que nous trouvons ici, la salamandre tigre, comporte deux phases, c'est-à-dire une phase terrestre et une phase aquatique. La phase aquatique étant la phase de reproduction. Ainsi, chaque année, des représentants terrestres, tels celui-ci que l'on dénomme un métamorphe, vont rejoindre leur milieu aquatique pour s'y reproduire. Ils vont alors déposer des œufs dans le milieu aquatique, d'où vont éclore des larves qui vont se développer et grandir progressivement, tel cet individu-ci. Ils vont alors se métamorphoser en un juvénile terrestre qui va rejoindre l'habitat terrestre. Après quelques années, ils vont atteindre leur maturité sexuelle sur Terre et rejoindre leur poids d'eau. Le cycle est ainsi bouclé. Cependant, dans certaines populations, telles celles-ci, certaines larves ne se métamorphosent pas avant l'hiver. Elles vont alors hiberner dans l'eau, comme celle-ci, et ainsi acquérir une taille plus grande que la taille normale avant la métamorphose. Au bout de 2 ou 3 années, ils vont alors devenir des individus totalement matures, mais sans s'être métamorphosés, tel cet individu que l'on dénomme un pédomorphe. Il s'agit ainsi d'un adulte parfaitement formé, mais qui a gardé différentes caractéristiques larvaires, telles la présence de branchies externes. La plupart de ces individus vont ainsi mener une vie entièrement aquatique durant toute leur vie. Ici, j'ai étudié le régime alimentaire des salamandres de la population de Mexican Cut. Pour ce faire, j'utilise un système relativement simple qui consiste à injecter de l'eau à faible pression et en courant continu à l'intérieur de l'estomac et au travers de l'œsophage donc de ces salamandres. L'eau va mettre en suspension les différentes proies dans l'estomac. L'estomac devenant plein, les proies vont ressortir par l'œsophage et être alors récupérées sur un treillis. Comme souvent dans la recherche scientifique, la réalisation pratique d'une instrumentation originale relève du système D. Ici, Mathieu a transformé un simple vaporisateur de jardinier en matériel médical. L'avantage de cette technique de vidange stomacale, qui est tout à fait comparable aux techniques utilisées dans les hôpitaux pour les humains, est de ne pas sacrifier les animaux. C'est une grande différence avec les anciennes études scientifiques qui malheureusement n'avaient pas encore ce système. Donc maintenant, nous pouvons étudier les populations sans problème de conservation et respectant la nature. Les différentes salamandres qui ont été capturées dans les étangs sont ramenées alors au laboratoire de terrain, où ils vont être pesés tout d'abord. Celui-ci fait 18 grammes 1. Après être pesés, les salamandres vont être mesurées. D'abord une longueur partielle de l'extrémité du museau à l'extrémité du cloaque. Donc celui-ci fait 84 mm. Notre objectif étant destiné à étudier le régime alimentaire, nous mesurons également la largeur de la tête pour avoir une idée du volume et de la dimension des proies que ces animaux peuvent ingérer. Celui-ci fait 16 mm et 82 centièmes. Travailler dans un cadre aussi enchanteur laisse rêveur. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Pour un prélèvement de quelques minutes réalisé sur le terrain, ce sont de longues heures qu'il faudra passer au laboratoire pour l'analyser. Ainsi, durant sa thèse, Mathieu a travaillé plus d'1 an pour dénombrer, mesurer, peser et identifier les 100 000 proies mangées par un millier de salamandres. Grâce à ce type d'analyse, Mathieu a pu mettre en évidence les différences importantes existant entre le régime alimentaire des métamorphes et celui des pédomorphes. Les animaux branchiers peuvent plonger profondément dans les lacs où ils se nourrissent surtout de proies planctoniques. Par contre, les animaux métamorphosés restent plus proches de la surface et capturent essentiellement du benthos ou des proies tombées dans le milieu aquatique. 2 raisons m'ont poussé à venir mener des recherches ici aux États-Unis, au Colorado. La première tient en la présence d'une espèce modèle, la salamandre tigre, qui présente différents patrons de développement dans les populations avoisinant la station. La deuxième raison tient en l'existence de plusieurs équipes de recherche qui étudient d'une part cette espèce modèle, mais également les communautés d'invertébrés qu'elle consomme. C'est ainsi que Mathieu participe activement aux différents programmes d'études menés en mésocosme, ces environnements naturels reconstitués dans ces grands bacs bleus.
Nous avons suivi depuis 20 ans la population de salamandres qui vivent sur ce site. La densité subit des fluctuations, elle monte et descend, passant de moins d'une centaine à plus de 5000 individus. Nous essayons de comprendre les causes de ce phénomène et une des possibilités serait que dans un groupe important d'individus nés la même année, les plus gros s'accaparent toute la nourriture, empêchant ainsi les plus jeunes de se nourrir et de grandir. Nous allons introduire dans ces bacs des animaux cannibales se nourrissant soit des plus jeunes, soit consommant la nourriture que ces plus jeunes mangent normalement. Certains bacs contiendront 0, 1, 2, 3 ou 4 salamandres adultes. Nous allons les laisser se nourrir des invertébrés contenus dans ces bacs durant à peu près un mois. Après, nous allons les retirer et mettre à leur place des jeunes têtards qui viennent juste d'éclore. Nous verrons alors si ces jeunes têtards vont grandir selon des taux de croissance différents et si leur taux de survie sera meilleur ou plus faible en fonction de la quantité de nourriture laissée sur place par les adultes qui les ont précédés. Pour l'instant, la population de salamandres est importante, mais quand nous avons démarré l'étude, elle diminuait considérablement et nous avions attribué cela aux pluies acides. Puis, la population a augmenté pour diminuer à nouveau peu après. Nous avons observé que durant la phase de déclin, malgré un grand nombre d'œufs pondus dans les mares, aucun juvénile et aucune larve ne survivait. L'été dernier, nos expériences ont montré que les petits individus étaient dévorés par les plus gros. Sur le terrain, Mathieu travaille souvent avec Howard et son équipe. Ceux-ci sont passés maîtres dans la technique d'implantation de microémetteurs sous la peau des batraciens. Pour minimiser l'impact sur l'animal, nous utilisons un anesthésique qui endort progressivement l'animal. C'est le même anesthésique que celui utilisé pour les humains dans un hôpital. À cela, nous ajoutons un antibiotique qui agit comme antidouleur et lutte contre les éventuelles infections. Les animaux sont complètement endormis. Ils ne ressentent aucune douleur. Peut-être un peu d'inconfort avec les points de suture. Mais nous n'avons constaté aucune mortalité depuis que nous travaillons de la sorte et je suis très heureux de cette situation. Cette année, nous avons capturé un animal qui avait été opéré l'année dernière, qui a survécu à l'hiver et est revenu nager dans la mare, ce qui démontre que notre technique est sans danger et que nous n'avons pas d'impact sur l'animal. La technique utilisée est performante, car elle permet d'implanter dans un même animal un senseur de température mesurant en permanence la température du corps, un microémetteur permettant de localiser l'animal et un tag d'identification. Les deux animaux que nous avons marqués l'an dernier ne se sont pas beaucoup éloignés de la mare. Ce qui était fort intéressant, c'est qu'un des deux a été localisé au milieu d'un bloc de rocher et même au milieu d'un très gros bloc. Et je pense que cet animal a suivi une crevasse naturelle dans ce rocher et est descendu progressivement, très profondément dans le sol, à plusieurs pieds sous terre, un peu comme s'il avait suivi une crevasse au pied d'une falaise. Et je ne pouvais pas m'imaginer qu'il était là. Et pourtant, il y était. Le second individu marqué est descendu vers la vallée, mais une fois de plus, il n'a pas été très loin. Le plus loin que je pourrais dire serait quelques centaines de mètres. Ici aussi, les compétences de Mathieu sont appréciées par toute l'équipe. Nous sommes très heureux de l'avoir comme collaborateur à Mexican Cut. Mathieu est un expert en analyse de régime alimentaire et de comportement reproducteur. J'ajouterai aussi qu'il est une sorte de machine à publier et que tout le temps que nous investissons dans notre collaboration est grandement rentabilisé. J'espère qu'il retire de moi ce que je retire de lui, mais moi, j'en doute. Tous les chercheurs que nous venons de voir travaillent au laboratoire de biologie des montagnes rocheuses. Celui-ci est situé à Gothic City, un ancien centre minier perché à plus de 3000 mètres dans le superbe massif forestier qui domine Crested Butte.
C'est une station de terrain privée et sans but lucratif fondée en 1928 par John Johnson, un scientifique qui travaillait dans un collège de la vallée. Depuis, la station s'est transformée en un laboratoire international qui accueille des scientifiques venus du monde entier, certains accompagnés de leurs familles. Le cadre est exceptionnel, bucolique et fleuri. Une cinquantaine de bâtiments sont dispersés dans la nature, dans un environnement demeuré intact. Bien que considéré comme une station de terrain, le laboratoire offre aux chercheurs de passage toutes les facilités leur permettant de poursuivre leurs travaux, depuis la bibliothèque jusqu'aux ordinateurs, en passant par les salles de laboratoire proprement dites. L'isolement du site oblige les chercheurs à vivre en communauté, une rare occasion pour chacun de vivre plusieurs semaines en totale immersion avec des collègues, souvent considérés comme des sommités en la matière. L'ambiance y est studieuse, mais totalement relaxe et informelle. Chaque été, et depuis plus de 75 ans, c'est près de 160 personnes, scientifiques, étudiants et membres du personnel, qui s'installent à la station pour y poursuivre leurs travaux de recherche. Un riche passé que le directeur de la station se complaît à souligner. Ce qui donne un caractère unique à notre station, c'est sa très longue histoire, écrite par de nombreux scientifiques appartenant à de nombreuses institutions différentes. Au cours des années, ils ont accumulé des connaissances que les nouveaux chercheurs peuvent directement mettre à profit. Les scientifiques ont immédiatement accès à toutes ces données. Ils peuvent ainsi concevoir leurs expériences rapidement, les réaliser efficacement et se poser directement les bonnes questions. Salut, je m'appelle Louise, je fais partie de l'équipe Marmotte ici, dans les Rocky Mountains. Je les étudie depuis le 15 mai, c'est quand ils sont sortis, comme ils dorment tout l'hiver. Alors, on les observe tous les matins. On commence vers 6 h du mat', malheureusement pour moi. Et on regarde ce qu'ils font, avec qui ils jouent, tout ça. Et moi, j'ai des enregistrements des cris des bébés, des enfants, et aussi des prédateurs. Alors, je veux voir comment ils réagissent au son des prédateurs. La population de marmottes fait l'objet d'études approfondies. Adultes et nouveau-nés de l'année sont capturés, pesés, mesurés sous toutes leurs coutures et immédiatement relâchés après avoir été marqués d'un signe distinctif appliqué sur leur dos à l'aide d'une peinture non toxique. Les marmottes des montagnes rocheuses ont été étudiées par le laboratoire depuis 43 ans. Ce qui est tout à fait exceptionnel, puisque beaucoup d'animaux sauvages font l'objet d'études de 3 ou 5 ans. Cette longue séquence temporelle de données nous permet de s'interroger sur la réaction des marmottes face au changement de climat et essayer de comprendre ce qui induit les augmentations ou déclins de la population. Un premier résultat publié par le laboratoire de biologie des montagnes rocheuses montre que les marmottes apparaissent beaucoup plus tôt dans l'année qu'il y a 23 ans. Cette année, les marmottes se sont réveillées très tôt. Il fait très chaud et il y a partout beaucoup de marmottes. Les relations étroites existant entre une plante et ses animaux pollinisateurs sont largement étudiées par les scientifiques en mission au laboratoire. Il a été démontré que c'est la couleur même de la fleur qui attire les oiseaux ou les insectes. Si on sélectionne une plante habituellement pollinisée par les insectes et qu'on transforme génétiquement sa fleur en rouge, on va attirer les colibris à la place des insectes qui pollinisaient cette plante auparavant. Cela crée une situation d'isolement reproducteur et c'est ainsi qu'on obtient une nouvelle espèce.
Ce matériel est utilisé pour tester les réactions des oiseaux-mouches face à différentes couleurs. On a fabriqué des bouquets de fleurs artificielles rouges et blanches qui contiennent exactement la même solution de nectar. Et on les a accrochés ici à ces panneaux. Cela permet d'observer les réactions des colibris et de voir s'ils préfèrent les fleurs de couleur rouge ou les fleurs de couleur blanche. Ah oui, la montagne, j'adore. La randonnée, les lacs alpins principalement, lesquels sont généralement peuplés par différentes populations d'amphibiens. Ce qui lie un petit peu mes deux passions, on va dire l'étude de la biologie évolutive et d'autre part la nature. D'une part, les paysages sont grandioses, ce sont des grands espaces, l'air est frais, sain et c'est extrêmement varié. Mathieu a décidé à présent de travailler sur une mare proche de la station, connue pour abriter une forte population de salamandres tigres, dites cannibales. Les salamandres cannibales sont des animaux qui sont toujours au stade larvaire, mais qui ont adopté une voie de développement alternative, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une tête qui va devenir beaucoup plus large que les autres larves de salamandres qui ont une voie de développement normale. Elles vont également avoir des dents qui vont leur permettre d'ingérer des proies de plus grande taille et des proies également plus coriaces. Et ces différentes salamandres cannibales, une fois qu'elles ont atteint une taille suffisante, vont en effet consommer d'autres larves de taille plus petite. Pour une salamandre qui mesure juste une dizaine de centimètres, on peut parfois trouver jusqu'à 2 larves de salamandre dans leur estomac, certaines faisant même jusqu'à 6 cm. Donc ce sont vraiment des animaux qui misent sur la prédation en premier lieu, et ils vont consommer tout ce qu'ils peuvent trouver dans un minimum de temps pour s'assurer une croissance rapide et ainsi avoir une survie possible dans un milieu qui s'assèche très rapidement. Car il faut savoir que ce sont des animaux qui ont des branchies, donc ils ne peuvent survivre en dehors de l'eau avant la métamorphose. Donc en d'autres mots, plus on mange rapidement, plus on est sûr de sa survie. Et apparemment aujourd'hui, nous vivons pleinement l'adage « manger ou être mangé ». Il est trop gros pour toi, il est trop gros, il est trop gros. Il va juste le tuer sans plus. Il est trop gros. Hop là.
L'objectif général de ma recherche est de déterminer quel avantage peut avoir un variant dans une population naturelle. Tous les êtres vivants sur Terre diffèrent les uns des autres, certains plus que d'autres. Donc il y a vraiment soit des animaux, soit des plantes qui adoptent un jour ou l'autre, pour une raison ou pour une autre, une particularité. Et mon objectif est de déterminer comment cette particularité peut se disperser dans les populations naturelles, se maintenir et ainsi peut-être devenir la règle. Pour protéger efficacement une espèce, il faut tout d'abord connaître en détail sa biologie, son mode de vie. Mes travaux s'intègrent ainsi parfaitement dans une stratégie de conservation de la nature.